Un enregistrement. Bonjour à tous, merci d'être venus pour venir assister à ce projet que je veux original de 8 intervenants qui vont vous présenter en 7 minutes un sujet qui leur tient à cœur et puis 3 minutes de questions. Pour les questions, les intervenants ont le droit de poser des questions et éventuellement le public, vous pouvez poser des questions via le chat, la conversation de groupe. Du coup, on va démarrer tout de suite. Hop là. Donc, je dis le nom Twitter, @dodocurieux. Le fonctionnement de Wikipédia. Quand tu veux, c'est à toi. Ok, donc bonjour à tous et à toutes. Je me présente très rapidement. Donc, je suis effectivement Dodo Curieux ou Anja sur les projets Wikimedia. Donc, je vais vous proposer un rapide survol en fait du fonctionnement de Wikipédia. Donc, c'est quoi Wikipédia? Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez ce que c'est. Voilà, c'est un projet encyclopédique en fait, et j'insiste bien sur le fait que c'est un projet, donc c'est vraiment un processus de construction en cours. Et son objectif, en fait, c'est de recenser l'ensemble des connaissances humaines. Donc, c'est quand même vachement ambitieux. Wikipédia, c'est une encyclopédie libre et du coup, qu'est-ce qu'on entend par libre? C'est une question de droit en fait. Quand vous contribuez à Wikipédia, vous acceptez de mettre le contenu que vous ajoutez ou que vous enlevez sous licence Creative Commons qui permet la réutilisation du contenu, y compris à des fins commerciales. Et du coup, voilà, c'est une encyclopédie libre pour ça et on veille aussi à respecter le droit d'auteur parce qu'il ne faut quand même pas tout mélanger. C'est une encyclopédie collaborative, donc elle est rédigée par des milliers de bénévoles à travers le monde. Et j'insiste bien sur le fait que nous ne sommes pas payés. Voilà, on est très attaché à la notion de consensus aussi, ça je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Et nous ne sommes pas des experts ni des expertes la plupart du temps. Est-ce que ça a une influence sur le contenu? Oui et non. Il y a quand même une étude il y a quelques années qui a montré qu'au niveau de la qualité de l'information, Wikipédia se débrouillait mieux que Britannica, qui est une encyclopédie de référence anglophone. Voilà, on avait moins d'erreurs que Britannica. Donc, tout le monde peut éditer Wikipédia, ça c'est un grand principe, et il faut savoir qu'il n'y a pas de hiérarchie sur Wikipédia. Personne n'a une autorité éditoriale supérieure à quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça qu'on a plein de lieux où discuter sur Wikipédia pour se mettre d'accord sur ce qu'on va écrire. Donc, pour chaque article que vous consultez, en fait, vous avez en haut un onglet intitulé Discussion. Et si vous cliquez dessus, eh ben, vous aurez la liste de toutes les discussions entre les contributeurs et les contributrices qui ont mené au fait que l'article existe tel que vous le voyez. Enfin, même si parfois on peut poser des questions et que personne n'y répond quand c'est pas très visité. Bref, il n'y a pas d'autorité éditoriale aussi pour les experts. Donc, si vous êtes un expert ou une experte d'une thématique, on va dire, dans la vraie vie, et que vous arrivez sur Wikipédia, vous n'aurez pas une autorité supérieure des autres, parce que tout simplement, on écrit quasiment toutes et toutes sous pseudonyme. Donc, c'est impossible de vérifier que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Un petit cas, par contre, assez original, c'est qu'en écrivant sur Wikipédia, vous pouvez potentiellement, bon, ça arrive rarement, mais devenir un expert de ce sur quoi vous contribuez. C'est arrivé à une personne que je connais qui rédigeait sur un sujet précis et maintenant elle fait des conférences sur le sujet. Elle est reconnue comme une experte dans le domaine et elle fait aussi de la recherche. Voilà. Donc, pas d'hiérarchie, pas d'autorité éditoriale supérieure. Il y a quand même certains contributeurs et contributrices qui ont un statut un peu particulier, mais c'est un statut technique. Le plus connu, ça va être celui d'administrateur ou d'administratrice, d'admin. Et le but d'un admin, ça va être d'utiliser des outils que tout le monde n'a pas pour faire des maintenances, enfin des opérations de maintenance et appliquer les décisions de la communauté. Donc tout ça, ça va englober supprimer des pages,
bloquer des personnes qui vandalisent l'encyclopédie en écrivant des cochonneries et clôturer des sondages, voilà. On a aussi plein de petits statuts informels parce qu'il y a aussi tout un folklore un peu interne. Donc, on va avoir les wikifées, les wikignomes, les wikigraphistes, les wikitraducteurs. C'est très informel et ça va correspondre en fait aux tâches qu'on préfère effectuer sur l'encyclopédie. Ça va des toutes petites modifications à la rédaction en passant par les traductions ou du boulot vraiment invisible en fait de catégorisation par exemple. Donc, il faut savoir que quand on édite Wikipédia, ce que tout le monde peut faire, je le rappelle, la publication, en fait, de ce que vous écrivez est immédiate. Dans ce cas, comment on fait pour vérifier l'information? Alors pour ça, on a plein de petits gadgets qu'on adore utiliser et il y a une page à laquelle vous pouvez accéder, vous. Dans le menu de gauche de Wikipédia, vous avez une page intitulée « Modifications récentes ». Et sur cette page, vous allez voir la liste de toutes les contributions qui sont faites minute par minute sur Wikipédia, sachant que tout ce que vous faites sur Wikipédia est archivé et public. On a d'autres gadgets aussi pour les gens qui sont inscrits et on a aussi des robots qui nous servent à effacer automatiquement en fait tout ce qu'on va considérer comme étant un vandalisme cracra à base de pipi, caca et autres insultes charmantes. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut écrire au-delà de ça tout ce qu'on veut sur Wikipédia? Oui et non. Il faut quand même respecter certaines règles. Et pour ça, on a 5 principes fondateurs. Donc, le premier, c'est que Wikipédia est une encyclopédie. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce n'est pas un annuaire, ce n'est pas une base de données. Le deuxième, ça va être la neutralité de point de vue. Et ça, c'est plus compliqué à atteindre. C'est une délicate balance. Donc, en fait, il ne faut pas qu'on prenne, quand on rédige, parti pour une opinion particulière. Et on doit aussi refléter les différents points de vue pertinents qui existent sur un sujet. Donc, typiquement, dans l'article réchauffement climatique, on a un petit paragraphe sur le climato-sceptisme. On a aussi le fait que Wikipédia, c'est une encyclopédie. Donc là, je vous l'ai dit, c'est une question de droit. On doit respecter les règles de savoir-vivre parce qu'on est très attaché à un esprit de non-violence. Et la dernière règle, c'est n'hésitez pas, il n'y a pas d'autres règles. Donc, voilà, c'est pour vous inciter à vous lancer dans le grand bain. Il y a plein de recommandations et tout, mais ça s'apprend vraiment sur le tas. Et si vous voulez créer un article, n'hésitez pas à regarder les critères d'admissibilité des articles parce que ça existe. Voilà. Merci. Super, merci. 6 minutes 45. Alors, du coup, je vais prendre quelques questions du public, mais d'abord, est-ce que parmi les intervenants, il y a des intervenants qui souhaitent poser des questions? Oui, non, peut-être. Alors, première question, dans quelle langue est diffusé Wikipédia? J'imagine que la question est aussi, est-ce que c'est diffusé dans toutes les langues existantes? C'est un peu comme ça que j'interpréterai cette question. Alors, Wikipédia, en fait, est divisé en plusieurs versions linguistiques. Et pour le moment, il y a 307 versions linguistiques de Wikipédia. Donc, les plus connues, ça va être celle en français, celle en anglais, celle en russe, en allemand et en italien. Mais on a aussi Wikipédia en catalan, Wikipédia en wallon, Wikipédia en picard, voilà. Et tout ça, en fait, ce sont des versions indépendantes les unes des autres. Merci beaucoup. Alors, comment vous faites pour vérifier les infos? Alors déjà, on commence par les lire quand elles apparaissent et quand on les voit. Et après, en fait, on va principalement rechercher sur Internet des sources fiables. Donc, ça va être des médias de référence, des ouvrages de référence, ce genre de choses. Voire des articles scientifiques. Moi, c'est ce que j'utilise le plus. Voilà. Ouais, super. Donc, du coup, ça répond à la question du où, c'est les articles scientifiques. Qui peut supprimer des éléments dans Wikipédia? Alors, des éléments comme des informations qu'on peut trouver dans un article, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut aussi en rajouter si on trouve que c'est pertinent. Et quand il s'agit en fait de supprimer une page, n'importe qui peut proposer une page à la suppression. Il va y avoir un vote où tous les contributeurs et les contributrices de plus de 50 contributions pourront s'exprimer en faveur de la suppression
pression ou en faveur de la conservation ou même neutre. Et après 1 ou 2 semaines, en fait, on fait un bilan, en fait, et soit la page est conservée, soit elle est supprimée. Parfait. On me signale que Wikipédia est aussi en espéranto. Ouais. Quelles sanctions pour des personnes qui publieraient des propos diffamatoires? Alors là, il y a 2 versants vraiment pour tout ce qui est diffamation. Alors déjà, la plupart du temps, ce sera supprimé de l'encyclopédie et potentiellement masqué de l'historique pour que plus personne n'y ait accès. Et si on relève vraiment de la diffamation au terme juridique, là, il peut y avoir des poursuites. Il y a déjà des gens qui ont été poursuivis pour diffamation sur Wikipédia, parce que quand on écrit sur Wikipédia, on est quand même responsable de ce qu'on écrit. Ok, et puis du coup, dernière question. En ce qui concerne les photos et droits d'auteur, comment cela fonctionne exactement? Alors, toutes les photos, à part quelques exceptions, mais ça, ce serait trop compliqué de rentrer dans les détails, on va dire la 99% des photos sont placées en fait sous licence libre aussi, enfin sous licence Creative Commons le plus souvent. Et on utilise pour ça la médiathèque qui alimente Wikipédia et qui s'appelle Wikimedia Commons. Parfait. Alors, merci beaucoup pour cette intervention. Merci d'avoir accepté ce petit challenge C'était très amusant. de l'intervention en 7 minutes. Et on va passer tout de suite à Laïta GND qui a souhaité nous parler de la gestion d'une grossesse imprévue. C'est à toi. Eh bien, merci beaucoup et puis bonjour à tous et à toutes. Alors moi, effectivement, je vais vous parler de la gestion de la grossesse imprévue. Mais alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une grossesse imprévue? Eh bien, c'est tout simplement le fait de se retrouver enceinte alors qu'on ne s'y attend pas, que ce n'était pas prévu par définition. Ça peut paraître bête, mais il vaut mieux repréciser. Et préciser aussi que ça peut avoir toutes les causes possibles et imaginables. On peut autant imaginer une contraception inefficace qu'un oubli de contraception, ça arrive aussi, ou malheureusement des agressions, et c'est aussi un cas qui existe. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une situation dont on n'est pas fautif. Elle est comme ça, il va falloir donc gérer les suites. Et donc la personne enceinte va se retrouver confrontée à la possibilité de faire un choix concernant l'avenir de sa grossesse. Alors, techniquement, il y a 3 voies possibles pour la suite des choses. C'est soit interrompre la grossesse, donc l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, qui n'est malheureusement possible que jusqu'à la 12e semaine de grossesse en France. Et donc, ça implique que, passer ce délai-là, ce choix est plus compliqué à mettre en œuvre. Il est toujours possible de passer à l'étranger, d'aller pratiquer une IVG à l'IVG, mais c'est quand même beaucoup moins simple. Donc, les 2 autres choix sont poursuivre la grossesse et confier le bébé à l'adoption, ou garder l'enfant et devenir parent. Euh, donc voilà. Ce qui est important aussi à savoir, je reviens un tout petit peu sur le choix du VG, c'est que même si on découvre sa grossesse un petit peu tardivement sur le fil, voilà, il y a donc la possibilité d'aller avorter à l'étranger. Et c'est notamment le pays familial communique actuellement pas mal à ce sujet. Et même pendant le confinement, c'est également une possibilité. S'il y a des personnes concernées, qu'elles n'hésitent pas à se retourner vers le pays familial. Donc voilà, donc on a ces 3 possibilités, mais ce n'est pas le tout. C'est-à-dire qu'il va falloir également voir ce qu'on peut et ce qu'on veut faire de la grossesse. Et pour ça, il va également falloir voir les ressources qui sont disponibles pour réfléchir à tout ça. Alors, il faut d'abord penser à quels sont les soutiens qui sont disponibles. Alors, ça peut être autant du soutien de l'entourage, y compris du partenaire d'ailleurs avec qui la grossesse a été initiée, si c'est un rapport. Ça peut être intéressant que cette personne-là soutienne la personne enceinte. Donc, ça peut être voilà, la famille, les amis, etc. Un autre type d'interlocuteur possible, ça va être les associations. Et surtout, l'autre type d'interlocuteur auquel vous serez assez inévitablement confronté, ce sera les professionnels de santé, parce que qu'il s'agisse d'une IVG qui est un acte médical ou d'une poursuite de la grossesse, il va falloir suivre la grossesse. Et donc, il est très déconseillé de mener une grossesse à terme sans suivi. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir des professionnels de santé de confiance face à soi. Donc, une fois qu'on a vu un peu les soutiens disponibles, il faut également voir quelles sont nos propres ressources physiques, psychiques et matérielles, parce que ça aussi, ça peut compter.
C'est-à-dire que, par exemple, si on poursuit la grossesse, il va falloir penser un petit peu à effectivement comment organiser le suivi, si ce n'est pas une grossesse qu'on a souhaitée à la base, comment appréhender ça, etc. Donc, c'est des ressources qu'on a de base ou qu'on peut mettre en place via des aides diverses et variées. Donc, ça, c'est important de faire le point là-dessus. Sachant que, bon, derrière, les trois possibilités vont impliquer des enjeux un petit peu différents. C'est-à-dire que pour l'IVG, Du coup, reprendre Leïta qui nous avait ouais, quitté un bref instant pour ses problèmes de connexion. Tu peux rallumer ton micro du coup voilà. Non, et tu peux poursuivre. et puis, donc j'ai été un peu sur les enjeux du coup de la mise à l'adoption d'un bébé après la poursuite d'une grossesse. Là, la question, ça va déjà être, c'est difficile de poursuivre une grossesse en imaginant se séparer de l'enfant. Pour certaines personnes, ça va être très difficile. C'est quelque chose sur lequel il faut de préférence être vraiment bien accompagné. Et l'autre choc qui peut vraiment exister, l'autre enjeu qui peut être assez fort, c'est d'accepter que 2 décennies plus tard, plus ou moins, il y ait une personne dont on ne connaîtra rien et qui va peut-être venir vous poser des questions sur ses origines. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez particulier. Il faut vraiment être conscient de ces deux enjeux-là qui sont assez forts. Troisième enjeu, c'est sur la garde du bébé, où là, ce qu'elle se posait, c'est la responsabilité énorme qu'on prend en imaginant devenir parent, c'est-à-dire qu'un bébé, c'est un être vulnérable qui a besoin de nous à chaque instant. Et ça, il faut en avoir conscience et que ça ne sera pas quelques mois, quelques jours, voire même quelques années, ça va être un engagement toute une vie. Et voilà, c'est un peu, peut-on y faire face, peut-on assumer cette responsabilité-là, qui est l'enjeu sur ce choix-là. Donc, après, il y a quand même trois règles d'or à connaître absolument sur la gestion d'une grossesse imprévue. C'est premièrement, la personne enceinte est la dernière et l'ultime décisionnaire de ce qui va advenir de sa grossesse. C'est-à-dire que les autres peuvent donner des avis, peuvent donner des conseils, mais c'est à la personne directement concernée de faire le choix final. Et ça, c'est très, très important. La deuxième règle d'or, c'est qu'aucun de ces choix n'est irréversible, du moins je m'explique, c'est-à-dire qu'une IVG, effectivement, c'est irréversible, mais jusqu'à la dernière seconde, vous pouvez revenir sur votre choix, et même à l'entrée du bloc, si c'est une IVG chirurgicale, même avant d'absorber le médicament, vous pouvez renoncer. Pareil pour la mise à l'adoption, même après l'accouchement, vous avez un délai de 2 mois où vous pouvez renoncer au choix de confier le bébé à l'adoption. Et pour la garde de l'enfant, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais bon, ça reste malheureusement, ça reste une possibilité si vous ne vous sentez pas capable d'assumer, de recourir au service de l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, ça c'est la deuxième règle d'or. Et la troisième, qui est extrêmement importante aussi, c'est qu'il n'y a aucune de ces trois solutions, de ces trois voies, qui est mauvaise ou bonne en soi. C'est vraiment une solution adaptée à un cas particulier, à votre situation personnelle et particulière. C'est vraiment, voilà. Donc c'est un petit peu sur ces aspects-là que je voulais un petit peu vous présenter les choses. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Je crois que tu avais un site internet aussi à partager. Oui, alors effectivement, moi j'ai essayé effectivement de regrouper le maximum d'informations sur la grossesse imprévue, donc sur les trois choix, sur plein de petits questionnements qu'on peut se poser dans ces moments-là. Et donc effectivement, le site, c'est http donc www. Je te conseille de l'écrire sur le chat, ce sera plus simple. Ce sera beaucoup plus simple parce que effectivement, je m'embrouille un petit peu. Voilà. Ça me permet du coup on démarre les questions, ça te va? Oui, ça me va très bien, là, du coup. Alors, je vais essayer de bien formuler la question. Euh, alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Je pense que c'est par rapport au déni de grossesse. Oui. Et j'imagine, si j'ai bien compris la question, c'est lorsqu'il y a un déni de grossesse, il peut y avoir une sidération de la découverte de la grossesse et du coup, j'imagine une sidération dans le choix. Mm. Euh,
Voilà, c'est comme ça que je comprends la question. J'espère que Monsieur Marie, que j'ai bien reformulé la question. Je ne sais pas si tu as... Effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est un cas où finalement, déjà, on se retrouve face à des choses vraiment des choix vraiment plus restreints, puisque l'IVG disparaît de facto, sauf si vraiment le déni est très, très léger, entre guillemets, et qu'au début du second, du second trimestre, et dans ce cas-là, il y a encore moyen de se tourner vers l'IVG à l'étranger, mais c'est quand même vraiment compliqué. Ça reste faisable, j'insiste sur ce point. Encore une fois, le planning familial peut vraiment être un soutien là-dessus. Mais bon, et dans l'hypothèse où on se retrouve avec les deux autres possibilités, donc d'obligation de poursuivre la grossesse, là, l'enjeu, ça va vraiment être de trouver le maximum de soutien, encore une fois, psychologique, médical et dans l'entourage pour pouvoir arriver à vraiment savoir ce qu'on peut faire de la grossesse et du bébé à la fin, sachant encore une fois que même si on se décide, par exemple, pour faire adopter l'enfant, encore une fois, il est possible pendant 2 mois de revenir sur cette décision après l'accouchement, ce qui permet peut-être de voir si le lien se crée, le sentiment de parentalité se développe finalement. Donc, Ok. et voilà, la Ouais. sidération se dissipera au fur et à mesure et c'est vraiment ce sur quoi il faut miser. Ouais, j'imagine de toute façon qu'il y a... Enfin bon, c'est des sujets extrêmement touchy, hein. Oui. Dernière question du coup, quels sont les délais autorisés aux Pays-Bas par rapport à la France, par exemple? Question Alors, geek. là, j'ai plus le tableau sous les yeux. Il me semble, si je ne m'abuse, que c'est 29 semaines, mais j'ai un doute. Je vais revérifier du coup. Hop, hop, hop. Parce que ça, c'est des infos qui sont relativement facilement accessibles. En tout cas, j'imagine que c'est des délais supérieurs. Oui, c'est des délais supérieurs. Par contre, les conditions changent un peu selon les pays. C'est-à-dire qu'il y a des... Il y a... Il y a des... Par exemple, des conditions de détresse ou de... Ouais, D'accord, donc ça c'est peut 22 pas être... semaines pour les Pays-Bas. Comment? C'est 22 semaines pour les Pays-Bas. Euh, Mais voilà, les conditions peuvent être parfois très différentes. hmm, C'est vraiment à regarder selon le cas personnel. Encore une fois, dans ce genre de cas, il faut quand même mieux être bien soutenu. Dans tous les cas d'ailleurs, il faut être bien hmm. soutenu parce que c'est vraiment une étape qui est très, très compliquée et que sans aide, c'est toujours difficile de faire un parcours quel qu'il soit, hein, qu'il soit de Hmm. l'IVG à la garde de l'enfant. Vraiment... Bon, merci beaucoup, merci pour ton intervention. Désolé hein, du coup pour la petite coupure, mais bon, je pense que les gens auront su faire preuve de compréhension. De toute façon, il y a toujours des soucis techniques. Et donc, n'hésite pas à mettre ton site internet sur la conversation de groupe de façon à pouvoir le partager. Alors, on va passer. Gaël est là Bonjour tout le et, monde. Oui, et du coup. Si jamais ça reste figé, bah Gaël, tu pourras commencer oui, ton moi intervention. j'ai retracé mon parcours, c'est bien ça? C'est parfait. De toute Oui, façon, très bien. l'idée, c'est vraiment euh, que tu nous apprennes des choses et ton parcours, je pense qu'il va être passionnant. Je vais Euh, essayer de vous apprendre des choses. donc, du coup, donc on laissera Laïta terminer tout à l'heure. Et puis, Gaël, je t'en prie. Donc, je t'ai demandé de parler du vécu d'une infirmière libérale pendant le confinement, mais tu es complètement libre, évidemment. D'accord. Je vais commencer par un petit tour de parcours avant, qui pourra expliquer un peu mieux, parce que je pense qu'on vit tous le confinement et cette période différemment en fonction de notre expérience aussi. Donc, moi, j'ai 38 ans actuellement. Ça fait 16 ans que je suis infirmière. Je suis diplômée de 2004 en étant passée à la base par le service de santé des armées. Donc, dans lequel je suis restée pendant 8 ans avec des missions, des services au sein des hôpitaux des armées, pour après basculer sur le civil et sur les hôpitaux de la PHP, les hôpitaux privés, semi-privés de Paris, par le biais de l'intérim, pour après tomber un petit peu amoureuse de l'Institut Gustave Roussy et y finir, y être vacataire pendant 3 ans. Voilà. Et après ces 3 ans-là, j'ai démarré en même temps le libéral. Enfin, j'ai toujours fait le relais entre l'un et l'autre. Donc, j'ai été militaire en même temps que l'intérim.
J'ai fait de l'intérim en même temps que les vacations à Gustave Roussy. Et en même temps que les vacations, j'ai été libérale pour passer complètement en libéral maintenant. Donc voilà, un grand tour qui fait que ça fait certaines compétences, de compétences qui ne sont pas forcément utilisées actuellement pour beaucoup de choses. En faisant partie de la réserve militaire, qu'on a un moment, on n'est pas rappelé pour des choses comme ça. C'est incompréhensible. Donc, voilà, maintenant, je continue moi mes tournées en libéral après m'être proposée sur beaucoup de sites. En fait, proposent aux infirmiers de venir soutenir dans les hôpitaux, de venir à la PHP. Et en fait, on s'inscrit sur ces plateformes qui n'appellent pas forcément par après. Donc voilà. Après, la période actuelle, je la vis un petit peu schizophréniquement, si je puis dire. Désolée. Hein. Non, t'inquiète, je le prendrai pas mal. Voilà. Mais en étant une semaine dehors et en travaillant pendant une semaine et en étant une semaine confinée chez moi. Donc, sous réserve d'être appelée, mais en étant la semaine et pour l'instant, je ne suis pas rappelée, donc je reste chez moi. Et c'est très bizarre en fait de vivre les deux. Parce qu'un coup, on n'a qu'une envie, c'est de se cloîtrer chez soi, vu que comme vous, les courses, tout ça devient un danger potentiel et un peu une mission à chaque fois. Et de l'autre côté, le fait de travailler, le fait d'être sur les routes, de voir une espèce d'inconscience quelque part aussi planante, ça a quelque chose de très, très stressant. On ne travaille pas avec la même charge mentale que d'habitude. Là, elle est plus élevée parce qu'on essaye de ne pas se contaminer, on essaye d'éviter, parce qu'on sait que derrière, il y a 30 patients qu'on voit, qu'on peut contaminer ces patients, qui sont à risque pour la plupart, qu'on essaie de les protéger un maximum. Donc, tous nos gestes, nos déplacements et nos actions vont avoir une portée beaucoup plus importante que si ce n'était que pour nous, en fait. Donc, c'est surtout ça qui est fatigant. Après, j'ai la chance ou la malchance, j'en sais rien, de ne pas avoir de famille à contaminer. Donc, je ne contamine que mes meubles quand je rentre. Plutôt, c'est déjà ça. Voilà. Ça laisse place à beaucoup de réflexions, du coup. Et voilà, beaucoup de réflexions sur l'humain. Voilà. Ok. Et du coup, tu parlais un peu de l'inconscience des patients, etc. Du coup, tu es accueilli comment quand tu vas parce que tu es libéral, du coup, tu vois beaucoup, beaucoup de gens, a priori. Du coup, est-ce que tu es accueilli, je sais pas, est-ce qu'il y a un changement dans le rapport aux patients, en fait? Est-ce qu'ils te voient différemment? Différemment, ils sont reconnaissants parce qu'on continue à passer, qu'on n'a pas réduit notre patientèle, qu'on passe pour tous parce qu'ils en ont tous besoin. Même quelquefois, on fait des toilettes, et on s'est dit dès le départ qu'on n'allait pas ne pas passer pour une toilette pendant 2 mois parce que c'était pas possible en fait. Donc on a laissé absolument personne. On a choisi nous de continuer avec eux en prenant le maximum de protection autant qu'il est possible. Et puis de voir si on a des patients avec des suspicions, on les met en fin de tournée, on est prudent par rapport à ça, on les rassure par rapport à ça. Et voilà, avec des protections qu'on nous accorde aussi. C'est surtout ça le souci. Donc les sorties d'hospitalisation, on en prend encore, on continue à accueillir des patients, mais on les met systématiquement en fin de tournée en cas où, parce que souvent on l'apprend très tard, malheureusement. On l'apprend au bout de 5 jours ou au fait, j'avais de la fièvre et on m'a dit que à la sortie de l'hôpital, donc on n'est pas toujours au courant. Ok. Alors, je vais prendre les questions du coup. Il y en a plein. Ah, oui, quelqu'un a parlé. Les intervenants peuvent intervenir directement, hein. Du coup, Monsieur Delamarre, si vous souhaitez poser votre question. Oui, mais moi je voulais savoir quelle était votre meilleure expérience professionnelle de tout ça, parce que c'est très varié, c'est intéressant justement d'avoir goûté à tout. Alors c'est quoi la meilleure expérience? Enfin, aujourd'hui, c'est pas forcément la même chose dans quelques années. Non, la meilleure expérience du parcours que j'ai pu avoir, Oui, j'en mettrai 2 ex aequo parce que j'ai eu la chance de partir en Afrique en mission.
et de pouvoir aider. On était en bloc opératoire en fait en Afrique, donc de pouvoir aider ces populations pour opérer un maximum avec un bloc orthopédique et un bloc viscéral. Et en fait, on a aidé au maximum. On ne pouvait pas tout faire, mais c'était une goutte d'eau dans un océan, mais déjà une goutte d'eau, et c'était une expérience absolument formidable. À tout point de vue, de voir la tolérance à la douleur, la consommation de médicaments qu'il peut y avoir là-bas, qui est bien différente de la nôtre, la conception de la vie aussi, tout simplement, qui est bien différente de la nôtre, où la maladie et la mort sont plus des décisions de Dieu que quelque chose qu'on peut combattre, en fait. Donc ça change complètement par rapport à notre vision à nous en France. Et l'autre service qui m'a, je crois, tout appris aujourd'hui, c'est le centre des traitements des brûlés à l'hôpital Percy, où je suis restée pendant 3 ans. Et ça, c'était l'expérience où j'ai appris un maximum au niveau technique. Merci. Alors, une question. Comment peut-on, à titre individuel, aider les infirmières et infirmiers en ce moment? On vous dit tous la même chose, c'est de rester chez vous. Mais on sait que c'est difficile, à tenir. Encore aujourd'hui, moi, j'ai fait un post parce que j'étais sidérée d'aller dans un supermarché, de voir que les gens me frôlent, les gens collent, les gens sont à côté, les gens déambulent sans aucune protection et que ça devient vraiment extrêmement difficile. On sait que c'est difficile le confinement, on sait que c'est difficile de rester chez soi, on sait qu'il y a des autorisations de sortie. Mais dans ces cas-là, à partir du moment où on sort, il y a des distances de protection à prendre, il y a des masques qu'on peut, il y en a plein qui font des masques de plus en plus, donc ça c'est assez chouette parce que pour la population, parce que nous on se débrouille entre nous, mais on se dépanne. Mais entre vous, d'essayer de créer ce lien-là pour plus tard que le confinement soit plus facile, parce que si vous faites des masques entre vous, et moi-même j'en fais pour la population, ça aidera pour après, ça aide déjà maintenant, et on protège les autres comme ça. Donc, Merci. Alors, une autre question. Est-ce que tu as un espace pour débriefer tout ce qui t'arrive au quotidien? On est très en contact justement et on s'est retrouvés. C'est marrant, mais dans ces situations-là, on reprend contact avec plein de personnes. Donc j'ai mon école d'infirmier militaire avec qui on est beaucoup en contact. On se téléphone, on se file des tuyaux, tout ça. Les personnels que j'ai connus dans les hôpitaux, les personnels de Gustave Roussy. Donc on est en lien avec beaucoup d'infirmiers. On se soutient énormément entre nous. Alors, je choisis la question de Nabla Leviste pour la raison que tu vas connaître. Quel est le meilleur souvenir, la meilleure rencontre, la plus belle expérience pendant cette période particulière du confinement? La plus belle rencontre ou la plus belle expérience pendant ce confinement? Je réfléchis un petit peu. Ouais. Il y en a toujours. Mais Du coup, je reformulerai en quelle est une des meilleures expériences que tu aies pu avoir pendant cette période de confinement? Une qui n'est pas liée au confinement, mais qui est plus liée à la personne. C'est une personne qu'on a pris en charge de l'hôpital Saint-Antoine, que personne ne voulait prendre parce que beaucoup de libéraux, comme je disais, sont en restriction de tournée. Et du coup, c'est une dame qui est sortie, qui a eu un accident en tombant d'un trottoir avec un bus, qui a une jambe avec des fixateurs externes, donc c'est un petit peu comme Robocop, avec greffe et tout ça, une grosse opération qu'elle a eue. Et une dame qui est extrêmement souriante, toujours à se soucier des autres, qui essaye tout le temps, alors son pansement était au niveau de la jambe, et elle était tout le temps, comment je peux vous arranger, attendez, je lève la jambe, non, ça ne me gêne pas, alors qu'elle n'en pouvait plus et que c'est épuisant de faire ça avec le poids des fixateurs. Et malgré tout, cette dame était et toujours d'ailleurs, mais d'une extrême bonté et vraiment complètement altruiste, avec pas du tout à se soucier d'elle-même, ce qui est assez incroyable dans de pareilles circonstances.
Voilà. Super. Alors, une dernière question, enfin deux questions du coup regroupées. Du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que ça signifie être en réserve? Et enfin, est-ce que tes patients n'ont pas peur de toi, sachant que tu fais des tournées, que tu es en contact avec des patients Covid, etc. Voilà, ce sera les deux dernières questions. Je n'ai pas complètement retenu la deuxième. Je La la première, donnerai. ouais. La première, c'est sur la réserve. Oui, ça veut dire quoi, en fait, être en réserve? Être en réserve quand on a été engagé dans les armées, en fait, pendant les 5 ans qui suivent notre départ, peu importe le départ que c'est, on est ce qu'on appelle de réserve militaire pendant les 5 ans. C'est-à-dire que ça peut être une réserve opérationnelle où on peut être appelé sur des cas où il y a du besoin de personnel. C'est du personnel qui n'est pas utilisé, que je n'ai pas compris déjà pendant les attentats, parce que il faut savoir que tous les militaires sont formés à la médecine de catastrophe et à la médecine de guerre, donc à des blessures par balle ou des choses comme ça. Ce personnel aurait pu être balancé largement partout où il le fallait. Il aurait pu être, je ne sais plus comment on dit ça, mais Mobilisé? dispatché, mobilisé. Il y a un autre terme pour affecté en fait sur tous ces terrains opérationnels. Et ça n'a pas été le cas. Ce qui est un peu regrettable parce que ça aurait pu être un plus en fait, sans du tout dénigrer ce qui s'est fait, ce qui a été exceptionnel déjà. Merci. Et puis, du coup, la dernière question, c'était, est-ce que les patients n'ont pas trop peur de toi, étant donné que tu es en contact avec d'autres personnes qui potentiellement ont le Covid? Ils posent des questions. Après, c'est à nous d'activer la réassurance nécessaire. Et je crois qu'ils sont en confiance en fait, parce qu'ils savent depuis le départ qu'on ne les mettra pas en danger. Ok. Bon, Voilà. merci beaucoup Gaël pour ton intervention et d'avoir Merci. accepté à jouer à ce petit jeu. Et on va dire à Sandra Pinel qui va nous parler de la place des communautés d'entraide Internet dédiées aux addictions en période de confinement. C'est à toi, Sandra. C'est ça. Bonjour. Donc, je suis infirmière et je suis patiente expert en addictologie. C'est-à-dire que j'ai eu des conduites addictives et que je me suis formée à l'addictologie, mais que j'ai aussi acquis une expertise dans l'aide à mes pairs, en réunion physique et aussi sur Internet. Donc, quand j'ai arrêté de consommer des produits modifiant le comportement, je me suis tournée vers des professionnels, bien sûr, mais aussi un mouvement d'entraide, un groupe de parole des personnes qui vivaient ou avaient vécu la même chose que moi et qui m'ont soutenue, portée même parfois. Dans ces réunions, il y avait également des femmes codépendantes qui vivaient ou avaient vécu l'addiction d'un proche. Ça aide à comprendre bien des choses, c'est aussi important. Et la première fois que j'ai entendu parler des communautés d'entraide sur Internet concernant les addictions, c'était fin 2016, début 2017. C'était une amie du groupe de Parole Femmes qui est arrivée super fière. Elle venait d'être nommée modératrice d'un groupe Facebook sur les addictions. Donc, ça voulait dire que ses réponses pour soutenir les autres membres étaient adaptées, que c'était aidant et puis que ça fédérait surtout. Donc pour elle, c'était une reconnaissance de son savoir expérientiel et de sa capacité à aider les autres. Donc moi, j'ai été aussi sur ce groupe, j'ai aussi été nommée modératrice de ce groupe et puis ensuite j'ai créé le mien, puisque quand j'ai passé mon diplôme universitaire d'addictologie, j'ai eu envie de transmettre ce que j'apprenais à mes pairs. Donc, c'est un groupe d'apprentissage social, c'est une possibilité qu'on a dans les groupes Facebook, avec des rubriques, donc avec des thèmes, donc il y a les mécanismes des addictions, des outils pour s'aider, enfin tout un tas de choses, la codépendance, les addictions comportementales. Donc, ça permet d'apprendre comment fonctionne son addiction et ça aide à mieux se rétablir. Et puis, j'ai fait aussi beaucoup de live Facebook, c'est très interactif et ça permet aussi de mieux comprendre et de partager aussi nos vécus. Donc, le groupe Facebook, pour beaucoup de personnes, c'est un premier pas. C'est caché derrière l'écran. C'est plus facile de se confier, peut-être pour la première fois, sur une maladie qu'on pense honteuse, qu'est l'addiction. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des Français, des Belges, des Suisses, des Québécois qui vont se retrouver pour se soutenir, faire force. Et ensemble, personne ne tombe. Et c'est important d'avoir aussi des plateformes comme les forums. Il y en a aussi pour les addictions, dédiées aux addictions. Pour les personnes qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas envie d'aller sur les réseaux sociaux. Et là, pour le coup, c'est complètement anonyme. Donc, les communautés d'entraide sur Internet, c'est quand même un pont entre la personne, un proche en difficulté et les groupes de parole physique
et les professionnels. Des fois, c'est le premier pas. C'est aussi un espace de parole pour ceux qui ne peuvent pas, pour tout un tas de raisons, se rendre dans un groupe de parole physique, ni aller vers les soignants. Et pour les accompagnants de personnes dépendantes, c'est un espace très important parce qu'ils ont besoin de comprendre et ils trouvent peu d'espace pour se faire aider. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Une grosse partie de l'accompagnement, c'est de rassurer, donner confiance, expliquer les mécanismes de l'addiction, comment les déjouer, comment vivre sans conduite addictive, mais aussi orienter vers les groupes de parole, bien sûr, physiques et les soins qui sont légitimes de recevoir. C'est un espace de parole toujours disponible. Il y a toujours quelqu'un qui va répondre, c'est instantané. Et avec des personnes qui vivent la même chose que nous, nos pairs. Il y a une des personnes du groupe qui aime bien dire les copains de galère quand elle s'exprime et qui a fait une publication. Et là, on est en plein confinement, donc il y a des soins qui sont reportés, l'hôpital de jour est fermé, une cure qu'une personne attendait depuis longtemps va être annulée. Donc l'entraide, le soutien des pairs sur Internet, là, il prend vraiment tout son sens. Donc il y a eu au départ des sentiments de colère dans un premier temps, et ensuite l'ennui, la difficulté de résister aux cravings, à ces envies irrépressibles de consommer, qui se rappellent à notre bon souvenir et qui reviennent dans cette période où on est plus fragile. Angoisse, peur égale consommation dans nos cerveaux. Certains sont obligés de se sevrer par manque d'accès aux produits, que ce soit choisi ou non. D'autres font des pas de côté, des faux pas, fallait pas, des demi-chutes qui vont être rattrapés grâce à l'appel à l'aide sur un groupe Facebook ou un forum. Ça peut être aussi un appel téléphonique, un visio vers le groupe de parole physique qui a dû se réadapter. D'autres chutent plus profondément et la chute est exacerbée par l'isolement, l'incertitude du lendemain. Est-ce que je vais avoir ma cure ou pas, par exemple, ou mon rendez-vous, et la peur d'appeler des professionnels parce qu'ils ont l'impression de ne pas être une priorité, qu'ils ont bien d'autres choses, les soignants ont bien d'autres choses à gérer. Donc là, le groupe va venir faire force et ne pas laisser tomber. Le groupe va accompagner, il va soutenir. Le groupe est à côté. Celui qui est en difficulté perd espoir. Le groupe dit si, tu peux appeler ton médecin, si tu peux appeler ton centre d'addictologie. Tu es légitime à avoir une aide, en fait, quoi. Et le groupe aide aussi à trouver des nouvelles parades à cette période inédite, de nouvelles routines rassurantes. Par exemple, l'un, avant le confinement, il avait l'habitude pour s'occuper et donc éviter les pensées de consommation, à aller par exemple dans un groupe photo, l'autre à faire des longues balades avec son chien, et là il ne peut plus le faire. Donc le groupe va venir donner des astuces et soutenir dans les moments difficiles. Le groupe est toujours ouvert, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Et sur les forums, c'est la même chose, je parle du groupe, mais on a fait aussi un live Facebook avec un médecin addictologue qui a permis de rassurer sur la légitimité à appeler les professionnels de la dictologie et à rester en lien avec eux. Et les codépendants aussi sont en difficulté, donc ils échangent sur la difficulté à gérer la dépendance, la rechute d'un proche. Ils ont besoin de comprendre, donc les dépendants ou abstinents vont venir expliquer pourquoi actuellement le risque de rechute est plus important et comment ils peuvent avoir la bonne attitude pour aider leurs proches en difficulté. Donc chacun se nourrit, apprend des autres. Et on n'est pas seul. C'est un lieu où on est compris, où on peut se confier, parler de ses difficultés, partager ses joies et ses peines, trouver de l'aide à toute heure, du réconfort, des astuces. Tout simplement ne plus être seul avec son fardeau addiction. Qui peut mieux nous comprendre que celles et ceux qui vivent la même chose que nous, qui va nous permettre de trouver de l'aide à cette heure où l'on est censé rester loin les uns des autres, où on doit y rester. Donc tout le monde s'adapte, il y a des thérapeutes qui proposent des groupes de parole sur Zoom, il y a des groupes de parole physiques habituellement qui sont dédiés aux addictions qui s'adaptent, ils s'appellent au téléphone, s'envoient des mails, ils font des visios, des groupes de parole en visioconférence, on s'écrit, on s'écoute, on n'oublie pas, on est là les uns pour les autres. Il y avait aussi des groupes de parole qui sont déjà habitués aux réunions en ligne comme les alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, qui du coup ont augmenté la fréquence de leurs réunions. Et puis, il y en a d'autres comme le forum d'Addicted, qui est animé par des patients experts comme moi, où on va aussi proposer des réunions, des groupes de parole en ligne. Donc, on voit de belles initiatives qui naissent en ce moment. Le soutien sur Internet est énorme. La distance physique, oui, mais pas sociale. Socialement, on est là sur les forums, sur les groupes Facebook, on se porte, on se tient, on prend des nouvelles, on prend soin les uns des autres. Parfois, on pleure, parfois, on rit. On a un lieu où libérer notre parole à toute heure.
Le groupe Facebook, le forum est toujours disponible. Il y a toujours quelqu'un pour répondre. On n'est plus seul face à ce vide, à cet isolement, à ce manque de repères. Bon, Ensemble, personne ne tombe. Voilà. pardon, hein, si vous avez un petit mot de conclusion, et puis après, on passera aux questions. C'était beau cette phrase. Qu'est-ce que vous avez dit? Ensemble, personne ne tombe? Ensemble, personne ne tombe. Je ne sais pas si vous connaissez ces trois bonhommes avec un rondin de bois. Il y a un trou au milieu. Ils arrivent tous Hmm. à passer parce qu'ils se tiennent les uns les autres. Je connais pas l'image, mais je regarderai. Bah, je ne peux pas trop la mettre là. Je Non, peux l'envoyer. je crois que c'est marqué fichier, faut voir. Alors, petite question. Ah oui, je peux. Donc, est-ce que vous pouvez définir la codépendance? Alors, la codépendance, c'est une personne qui vit à côté de quelqu'un de dépendant et qui va mettre en route des mécanismes pour combler les manquements que peut avoir le proche qui est alcoolique. Par exemple, appeler comment dire, le chef d'entreprise à sa place, l'employeur, pour lui dire bah, il ne peut pas venir aujourd'hui, il est malade. Ça va être de faire pour et ça va être de mettre, ouais, c'est vraiment de mettre en place des mécanismes pour pallier à. Ok. Alors, est-ce que vous auriez quelques mots à dire sur les mécanismes de l'addiction? C'est difficile en quelques mots, alors. En quelques mots, c'est difficile. Oui, Ouais. il y a plusieurs aspects, hein. Il y a tout ce qui est dysfonctionnement neurobiologique et le circuit de la récompense. Mais il y a aussi tout ce qui est contexte. Donc, par exemple, sur le groupe Facebook, pour un peu ce que nous là, on va venir intervenir, c'est que la personne essaye de comprendre dans quel contexte, par exemple, quelle heure, à quel moment, avec qui, qu'est-ce qui va amener à avoir envie de consommer. Parce que c'est quand même, il y a plusieurs aspects dans les Hmm. mécanismes. Ok, merci. Alors, j'en étais rendu. Est-ce que vous avez un afflux de nouvelles demandes du fait du confinement? Oui, 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 tout à fait. On a beaucoup plus sur le forum d'Addicted. Il y a beaucoup plus de liens qui se font, de discussions. On sent les gens plus en difficulté. Et sur le groupe Facebook, les gens sont beaucoup plus fragiles, ont besoin d'être portés encore plus que d'habitude. Et on a beaucoup plus de demandes d'adhésion au groupe. Ouais. Ok. Alors, la taille optimale d'un groupe, nous demande Monsieur Delamarre. D'un groupe Facebook? Oui. D'un groupe. D'un groupe, n'importe. Alors, ça dépend, parce que si c'est un groupe de visioconférence, par exemple, pour une réunion en ligne, je dirais, pour moi, ce serait au-delà de 7, je pense que ce serait un peu compliqué. Après, un groupe Facebook, ça peut être… actuellement, le groupe que j'administre, on est 700 membres et je trouve ça bien, parce que j'ai peur qu'au-delà, on perde vraiment de la qualité dans l'accompagnement qu'on offre aux gens. C'était la question. Ouais, Ouais. Moi, j'en ai une aussi. Oui, vas-y, Gaëlle. Ouais. Moi, je me demandais du coup, parce que quelquefois, on parle beaucoup d'assistance et tout ça, du coup, par visio, etc. Et du coup, est-ce qu'il y a une cellule qui se déplace aussi dans ce genre de cas et pendant cette période de confinement, quand les personnes justement ont besoin de plus de présence et peut-être de contact physique, du coup. Alors, à ma connaissance, les groupes de parole évitent de le faire. Parce que on nous demande d'avoir une distanciation physique. En plus, c'est compliqué au niveau des attestations. Par contre, on va se rendre disponible pour un visio. On va écrire, on va téléphoner, on va être très, très présent. Après, les professionnels, eux, sont disponibles peut-être pour un contact physique. Ce sera plus les professionnels des hôpitaux ou des services ou des services d'addictologie qui se déplacent. Je ne sais pas s'il y a des cellules. Ouais, c'est compliqué, hein, les déplacements à Les domicile en psy, déplacements, hein. c'est compliqué en ce moment. Enfin, moi, je parle là actuellement des communautés d'entraide. Au niveau de mon XAPA, je travaille dans un XAPA, c'est adapté, hein, c'est ouvert que 3 matinées par semaine, mais on est fortement encouragé à faire des téléconsultations. Les groupes de parole, eux, vont fonctionner que par visio, téléphone, mail. Parce que les CMP ne fonctionnent pas là actuellement.
du tout. Et CMP, je ne sais pas, je travaille dans un XAPA, c'est un centre de soins d'addictologie. Ouais, pour te répondre, Gaël, les CMP, déjà, il faut qu'ils fassent du déplacement à domicile. Ouais. Et ils en Et font pas. ça Ouais. dépend vraiment des CMP, quoi. Ok. Donc, le déplacement à domicile dans la psy, parce que moi, je suis psychiatre, du coup, forcément, je peux parler de ça. Déjà, c'est galère. Alors, je ne sais pas si en addicto, ils en font, mais déjà que hors Covid, c'est compliqué les déplacements à domicile. Mhm. Je pense que là, c'est vraiment compliqué. Ouais, ça peut majorer énormément de choses chez ces patients-là, soit en situation d'addictologie, soit des patients plus. Mm, J'imagine que Il y a, ça. il y a des bien sûr. possibilités, au niveau des XAPA, ça s'est adapté, hein, il y a quand même des possibilités de voir les gens en cas d'urgence. Oui. Hein, il y a quand même, et je pense que D'accord. les CMP, après ça dépend de Oui, chacun, le mais ils vont faire CMP pareil. Hein. continue de tourner, mais ouais, c'est pour le déplacement. Il n'y a plus de Ouais. VAD, Bon, tout ça, ouais. bon, merci beaucoup. Merci aux personnes qui ont posé des questions également. Alors, à présent, on va parler du vapotage avec Aléran la chiante. Bonjour. Bonjour à tous. Alors là, moi je suis une ex-fumeuse, j'ai arrêté de fumer il y a 4 ans grâce au vapotage. Et donc, comme la semaine dernière, Françoise Godel avait parlé du sevrage tabagique, je vous propose aujourd'hui de vous faire découvrir le vapotage qui est un formidable outil de la réduction des risques. Donc, le vaporisateur personnel, plus communément appelé la vape, est a été commencé à être démocratisé en France en 2012. Le baromètre de l'OFTT 2017 estime à 700 000 les 18-25 ans, les 18-75 ans, ayant arrêté de fumer depuis au moins 6 mois, grâce à la vape. L'Angleterre, quant à elle, s'est très vite intéressée au sujet. Depuis 2015, le Public Health of England émet chaque année un rapport suite à des méta-analyses des études parues et il n'hésite pas à le recommander lors du Stoptober, notamment via la campagne Time to Switch qui incite les fumeurs à passer à la vape. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif électronique permettant de vaporiser un liquide contenant ou non de la nicotine. Contrairement à certains produits à moindre risque de l'industrie du tabac, il n'y a ni tabac, ni combustion, donc pas de goudron, pas de monoxyde de carbone et tout ce qui va avec. Matériellement parlant, c'est l'association d'une batterie, d'un réservoir dans lequel se trouve une résistance à un liquide. Son fonctionnement est relativement simple. On appuie sur un bouton qui déclenche l'impulsion, qui va donc faire circuler le courant jusqu'à la résistance, qui va chauffer et vaporiser le liquide qui va créer la vapeur qu'on va aspirer. Donc concernant le liquide, on sait ce qu'il y a dedans. Il est composé de propylène glycol, de glycérine végétale, d'arômes et de nicotine. Sur le territoire français, ils sont limités à 20 mg par millilitre. Et ils sont soumis à déclaration auprès de l'ANSES, c'est-à-dire qu'on peut accéder à leurs fiches de sécurité, que ce soit auprès des professionnels, des boutiques, sur les sites en ligne, ou sur celui directement de l'ANSES. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la qualité des produits sur le territoire. On est sur un produit de consommation courante, mais qui est quand même encadré par la TPD, et ce depuis 2016, qui interdit notamment la vente aux mineurs et qui aussi encadre son utilisation dans les lieux publics. Les avantages résident principalement dans sa biodisponibilité, la possibilité pour le fumeur de s'auto-titrer, de conserver sa gestuelle, proche de celui de la cigarette et l'effet rassurant. Le vapotage exclusif présente les mêmes avantages que toute autre méthode en termes de recouvrement de goût, d'odorat, de souffle. Tous les bénéfices de l'arrêt du tabac sont là. Et chose très importante, c'est qu'on prend plaisir à arrêter de fumer. Et l'air de rien, ça change beaucoup de choses. Il y a eu pas mal de fake news qui circulent sur le sujet, notamment la dernière en date qui se nomme Evali. Si vous avez vu l'épisode de Grey's Anatomy de cette semaine, vous en avez entendu parler. Il s'agit d'une pneumatique qui a été présentée comme à cause du vapotage. En fait, il s'agit d'un mésusage, c'est-à-dire que des personnes ont vaporisé du liquide de THC contenant de l'acétate de vitamine E, et non les liquides standards qu'on peut trouver dans nos matériels.
Il y a une autre en 2019, un article qui avait été publié dans la JAA qui affirmait que la vape double le risque de crise cardiaque. Celui-ci a été retiré 6 mois ensuite, car ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une démonstration qui a été faite que les arrêts cardiaques étaient antérieurs à ce souci. On a aussi la théorie de l'effet passerelle qui est née aux USA suite au succès de Joule, qui a un dosage très élevé comparé à ce que nous on a en France. Eux, ils ont le droit jusqu'à 59,9 mg par millilitre. Et donc, il y a eu une grosse polémique autour de ça, notamment sur le côté marketing et compagnie. Mais les chiffres du tabagisme aux États-Unis chez les jeunes montrent qu'ils sont en recul. Idem en France, idem pour ce qui concerne l'entrée dans le tabagisme. On constate par exemple en Angleterre que seul 1% des expérimentateurs vapoteurs non fumeurs sont passés ensuite au tabagisme. Donc ça reste, on peut donc en conclure que le vapotage n'est pas une porte d'entrée pour le tabagisme. Il y a eu quelques études dont les conclusions ont paru intéressantes à rapporter auprès des personnes qui seraient tentées d'y passer. C'est que le vapotage est 95 à 99% moins nocif que le tabac. Le CDC a démontré qu'il n'y avait pas de vapotage passif, enfin il était quasiment inexistant. Le passage au vapotage permet une amélioration au niveau BPCO et asthme par rapport aux personnes qui continuent leur tabagisme. Donc il y a un avantage à y passer. Pendant la grossesse, ça n'a pas d'incidence sur le taille et le poids du bébé. Et ce n'est pas à cause de prématurité. Et on a constaté que l'association avec les patchs multiplie par 2 les chances de réussite. Donc après, si vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille de lire le rapport du Public Health of England. Moi, après avoir présenté globalement ce que c'est, je voudrais m'adresser aux fumeurs qui nous regardent et qui hésitent à y passer, à essayer la vape. Alors déjà, pour quelques conseils, il faut mettre toutes les chances de son côté. Donc pour ça, il faut être suffisamment dosé et bien équipé. Je vous conseille d'aller en boutique spécialisée. On évite les grosses machines qui vont faire des gros nuages. On va plus pour se diriger vers un matériel qui va être ce qu'on appelle MTL, qui va nous permettre de faire du bouche-poumon. Voilà. Je vois Et que donc, Gaëlle et Sandra sont équipées. exactement. Et donc, on va privilégier une résistance à un ohm. Et on fait attention à l'autonomie de sa batterie, parce que si on se retrouve en rate de batterie, c'est un peu la tristesse. Donc on prend une autonomie suffisante, et puis ou alors on prend 2 petites, quoi, histoire de ne pas se retrouver dans de mauvaises postures, surtout si on bosse et qu'on ne peut pas la recharger. Ensuite, il ne faut pas avoir peur de la nicotine, parce que c'est notre meilleur allié dans ce contexte, si on souhaite arrêter de fumer. Il faut vaper autant que nécessaire, pas s'inquiéter du taux, pas s'inquiéter de vaper beaucoup, parce que par la suite, on peut tout à fait diminuer son dosage. Il faut se laisser le temps, vraiment. C'est pas une course, c'est pas un sprint, on est plus sur du marathon. Si on vape beaucoup, il y a plusieurs possibilités. Il y a le fait de remonter son dosage, au début se laisser le temps de reprendre le rythme. Et il faut savoir qu'en vapant, il faut 30 minutes pour avoir l'équivalent d'une clope. Donc c'est pas magique, il y a un rythme à prendre, et vraiment les premiers jours peuvent être compliqués, mais ça se cale très vite, quoi. Honnêtement, on est vite à l'aise. Niveau saveur, il n'y a pas de règle, faut goûter. C'est la meilleure solution serait de goûter. Bon, en ce moment, c'est pas trop possible, mais c'est important pour trouver quelque chose qui nous plaît vraiment et qui nous permette de perdurer. Il y a 2 types de liquides qui existent. Il y en a un qui est standard, qui lui va permettre d'avoir un trotite assez intéressant pour les fumeurs qui ont tendance à vachement aimer ça. Et il y en a un autre qui s'appelle les sels de nicotine. Là, on est plus sur quelque chose de plus doux. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui a du mal à vaper en quantité suffisante, parce que justement le trotite le gêne, ça peut être une excellente alternative. Donc, si on tousse au début, il faut aspirer en douceur, garder la vapeur dans la bouche et l'envoyer ensuite dans les poumons. Et surtout, quand on vape, il faut penser à boire. Parce que la vape, ça déshydrate, donc il faut boire pas mal. Il est important de passer au vapotage exclusif aussi vite que possible pour en tirer les bénéfices.
Si c'est difficile et que vous vapofumez, montez votre taux, consultez un tabaco, il pourra vous accompagner. Ne vous mettez pas la pression. Ce qu'il faut voir, c'est principalement toutes les cigarettes que vous ne fumez plus. Rien que ça, c'est déjà génial, quoi. En termes de soutien, ne pas hésiter à aller sur les groupes d'autosupport. Ok, super, merci. Alors, on passe aux questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Y a-t-il une dépendance à la vape? Est-ce qu'on peut parler de dépendance à la vape? Alors moi, j'ai une question. Est-ce qu'on parle de dépendance au patch? Oui, Moi, Techniquement, voilà, le truc, c'est ça. C'est qu'on se débarrasse de tout ce qui est négatif. On est dépendant à plein de choses qui ne sont pas forcément nocifs pour la santé. Dépendance ou pas, c'est toujours pareil. Là, on supprime les IMAO, donc déjà, c'est vachement moins accrocheur. On s'en détache plus facilement. Moi, ça m'arrive de l'oublier, de partir toute la journée à 100 et je le vis très bien, quoi. Ok. Pardon, je te coupais. Et du coup, ton objectif à terme est-il d'arrêter la vape, nous demande Anne Baudonneau. J'ai déjà diminué ma consommation par 10. Ok. Donc, le reste, je laisse le temps aux choses les choses se faire à leur rythme. C'est quand je sens que c'est trop, je baisse et je me pose pas la question, ça viendra en son temps. Alors là, à mon avis, j'ai la réponse, mais la vape a-t-elle un coût moindre que le tabac? Ah bah carrément. On fait des économies de fou, quoi. Bah oui. C'est pas négligeable pour un fumeur. Et dernière question, du coup, côté dépendance, il y a la question du geste des rituels. Donc, je sais pas, j'imagine que la question c'est, j'imagine que la vape aide aussi par ça. Oui. Par le fait de reproduire le mouvement. Surtout chez les personnes qui ne sont pas motivées à arrêter de fumer. C'est un truc bête, mais regardez, moi je fais partie de ceux qui ne voulaient pas arrêter de fumer, c'est un accident. Bon. J'avais juste une question sur l'asthme. Oui, Ouais. vas-y Gaëlle. Parce que on a découvert un asthme après le vapotage, en cours de vapotage, et sans dire si c'était pas rétroactif, mais si c'était conséquence de mes anciennes années de tabac ou du vapotage. Donc, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'incidence sur des maladies respiratoires avec le vapotage? Mais les études actuelles tendent à prouver le contraire. Ouais. Si je peux me permettre, dans les cigarettes, dans la fumée de tabac, vous avez des produits qui sont des bronchodilatateurs. Ce qui fait que les patients qui souffrent d'asthme ont tendance à fumer pas mal, hein, justement pour ouvrir bien leurs bronches. Et vous avez plusieurs produits dans la fumée de tabac dont c'est strictement le rôle, comme l'ammoniac par exemple. Et donc, quand les gens arrêtent de fumer, on a un asthme qui se révèle, mais qui était là. Voilà. Bon, et il y a eu des études qui ont été faites par un très grand chercheur qui a eu un prix là-dessus, au sujet strictement de l'usage de la vapoteuse chez des sujets asthmatiques et par ailleurs chez des sujets BPCO. Il s'appelle Ricardo Polosa. Donc, je vous invite à aller découvrir ses écrits. C'est vraiment très, très bien fait, c'est très clair. Bon, merci beaucoup. Très intéressant tout ça, hein. Allez, on continue. Du coup, merci Aléran la chiante, et puis merci pour ton pseudo. Alors, Georges Delamarre, la conquête spatiale, le premier pas sur la Lune, de l'expérience d'un passé glorieux à un présent incertain. C'est à toi. Bonsoir à tout le monde. Je suis médecin, je m'intéresse à l'aéronautique et j'ai vécu cette période. Donc, je l'ai vécu il y a 51 ans et je l'ai revécu l'année dernière, puisque ça faisait 50 ans qu'on s'est posé sur la Lune, et j'ai ressenti les mêmes émotions. Alors, ça paraît un petit peu bizarre parce que je pense que je fais partie des plus vieux de l'assistance, mais bon, il en faut. Et j'ai eu une sensation d'avoir revécu les choses en direct. J'ai vu tous les films, tous les documentaires, tout ce qui s'est passé. Et je suis allé voir le film Apollo 11 au cinéma. Et lors de la séquence d'alunissage, je me suis tenu à mon siège de cinéma parce que je me suis posé la question jusqu'à la dernière seconde.
s'ils allaient finalement se poser. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant comme réflexe, alors qu'évidemment, je connais la fin du film, puisqu'ils ont réussi. Alors, tout ça va évoquer pas mal de choses et pas mal de choses qu'on a perçues différemment au cours de nos années, puisqu'on a évité depuis des années de parler du rôle de l'homme qui est de plus en plus celui d'agir dans une société de plus en plus automatisée qui a tendance à nous échapper. Cette conquête spatiale a été quand même le point d'orgue du développement à la fois technologique de l'époque, mais de l'intervention humaine. Les derniers moments où le module lunaire descend sur la Lune, où tout le monde est tendu dans la salle de contrôle, où tous les systèmes sont go, 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 Gene Kranz demande à tous ses ingénieurs si on peut commencer la descente, tout est parfait. C'est extrêmement tendu, mais on a l'impression qu'il ne se passe rien, que c'est merveilleux. D'ailleurs, cette aventure se passe d'une façon absolument extraordinaire. Tout se passe bien. C'est une complexité absolue. Il y a très peu d'ordinateurs, il y a des millions de téléspectateurs, il y a des milliers d'ingénieurs, et tout se passe sans problème. Vraiment, on se dit, c'est un rêve. Et au moment de la descente, on entend tout d'un coup dans la salle de contrôle Neil Armstrong qui est aux commandes, qui est une descente automatique, et on entend alerte 1201. La fabuleuse alerte 1201 qui risque de compromettre l'alunissage, puisque là, on est à moins de 5 minutes de l'arrivée sur la Lune. Et à ce moment-là, l'ingénieur système, qui est un type de 25 ans, qui est informaticien, alors l'informatique, dans les années 69, c'est moins sophistiqué que ce qu'il y a dans votre téléphone, il ne faut pas l'oublier. Et il dit, go, on continue, l'ordinateur est surchargé, il a trop d'informations, donc on continue. Et on continue la descente automatique. Et puis, quelques secondes plus tard, cette nouvelle alerte recommence, alerte 1201. Et on repose la question et on dit, on continue. Là, c'est quand même quelque chose d'assez angoissant en direct de vivre ça, parce que qu'est-ce qui va se passer? Le module lunaire continue de descendre et tout d'un coup, la descente automatique, donc c'était déjà sophistiqué pour l'époque, la descente automatique l'amène sur un cratère dans lequel il ne faut surtout pas se poser, puisque de toute façon, on n'en sortira pas. Et Armstrong, qui est le premier homme qui va marcher sur la Lune, qui est un pilote génial reconnu par ses pairs depuis des années, prend les commandes en manuel, c'est-à-dire il décide d'une façon totalement propre à sa décision, il décide d'outrepasser ce que lui dit la machine, ce que lui guide son électronique, et il prend les commandes et décide de changer d'endroit où se poser. Et la seule information qu'il va avoir pendant ces quelques dernières minutes, c'est simplement, ces dernières secondes même plus exactement, c'est sa quantité de carburant qui lui reste pour pouvoir se poser. Et pendant ce temps-là, donc son coéquipier, qui est Buzz Aldrin, a la main sur la commande pour de nouveau redécoller avant que le module lunaire se pose. Et en cas d'urgence, évidemment. Et c'est une phase qui est tellement tendue et qui se passe d'une façon tellement simple et naturelle que ça pose quand même une question de la primauté de l'homme par rapport au système. Et quand on pense que envoyer 3 hommes sur la Lune, c'est déjà un exploit considérable, mais qu'on fait encore confiance à l'homme et à 2 hommes qui sont dans un vaisseau spatial à des centaines de milliers de kilomètres pour mener la mission à bien. Et je crois que c'est une des dernières parties de la technologie moderne qui a permis à l'homme de se révéler encore non pas supérieur à la machine, mais capable de dominer la machine, c'est-à-dire capable de comprendre ce qui se passe et capable d'intervenir dans un sens positif dans son intérêt pour ne pas compromettre la mission. La décision appartient toujours
à l'homme quand on se pose sur la Lune, alors que maintenant, elle appartient vraisemblablement plus à la machine. Et est-ce que l'être humain est capable encore de différencier ce qu'il advient d'une information et de savoir si cette information est fiable ou pas et de prendre la bonne décision. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui nous échappe complètement maintenant dans nos systèmes modernes. On n'est plus capable de savoir comment faire, quoi faire. D'ailleurs, et si on revient sur la crise du Covid, on voit les atermoiements, les difficultés qu'on a à prendre une décision parce que le monde est certainement plus complexe. On essaie de simuler de plus en plus le monde qui nous entoure, de prendre une décision en fonction de tel ou tel facteur au départ, savoir s'il vaut mieux rester chez soi ou pas, vacciner ou s'échapper, mettre des masques. Et ça, c'est une décision qu'on a de plus en plus de mal à prendre parce qu'elle elle nous échappe. Nous ne sommes plus la machine est devenue une interface totalement indispensable à notre jugement et à notre réflexion. Et notre réflexion n'est pas capable d'outrepasser les décisions de la machine. Voilà, c'est la réflexion que je me suis faite par rapport à tout ce qu'on a vécu et tout ce que j'ai vécu en direct à l'époque et par rapport à ce qu'on observe à l'heure actuelle. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a déjà une première question à propos des films et documentaires que tu as pu voir. Lesquels recommanderais-tu? Du coup, j'imagine notamment à propos du premier pas de l'homme sur la Lune. Pardon, j'ai pas entendu les... Quels films et documentaires pourrais-tu nous recommander? Alors, je les ai tous vus. Alors, moi, j'ai bien aimé Apollo 11, donc, qui est fait avec des documents d'époque inédits de la NASA, qui est celui qui m'a fait vibrer dans mon siège. Il y avait First Man aussi, qui est un peu plus philosophique, qui parle plus du rôle d'Armstrong, qui est un homme tout à fait particulier, avec très peu d'ego et un pilote complètement génial. Et donc qu'est-ce qui se passe? Voilà. Non, zut, voilà. Non, zut, j'avais mis un chronomètre. Voilà, c'est la machine là. Voilà. C'est la machine qui nous ramène à la réalité. À la réalité, ouais. Donc, j'ai dépassé le temps. Voilà. Et sinon, tous les documents qui sont passés sur Arte, tous ceux qui sont, tout ce qui a été diffusé a été vraiment de grande valeur. Moi, j'ai vécu cette période. Alors, à l'époque, comme je dis à tout le monde, on attendait Paris Match qui paraissait 15 jours après avec les photos. Donc, c'est totalement différent de ce qu'on a maintenant. Mais c'était, je crois que tout ce qui a été diffusé l'année dernière était vraiment extraordinaire. Bon, super. Juste une dernière question du coup. Est-ce que les machines ne sont pas plutôt devenues des aides à la décision? Qu'est-ce que tu penses de cette question? Alors, c'est ce qu'on voudrait, entre guillemets, que ce soit actuellement. Ça nous aiderait bien. Si la question étant de savoir si l'homme, si la décision finale est influencée par la machine ou si la décision finale appartient encore à l'individu. Et ça, c'est toute la question. Là, on est dans un autre domaine philosophique dans lequel je n'ai pas la réponse. Bon, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu, de participer. Et à toutes les personnes présentes, venez participer, venez raconter des choses qui vous passionnent comme l'ont fait les différentes personnes. Et il nous en reste 2. Alors, on va revenir du coup sur le thème de l'addiction avec Pascal qui va nous parler de ce qu'il a appris de son sevrage en alcool. Et puis Kevin Bruce terminera autour de l'hypnose. Pascal, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous. Alors, c'est une première pour moi, en tout cas sous ce format-là. Donc, il y a peut-être des choses qui vont être communes avec ce que j'ai entendu dire Sandra. Donc, en fait, mon témoignage est assez banal. C'est le phénomène qui conduit
à l'addiction dont je voulais parler et qui en gros démarre. Enfin, comment dire, assez insidieux et assez pernicieux. Dont on ne voit pas arriver les dégâts dans un premier temps, et puis qui commence à s'installer, et puis qui a des répercussions sur notre environnement enfin, sur nous-mêmes déjà, et sur notre environnement quand on a la chance d'avoir encore sa famille. Voilà, pour faire plus simple, c'est voilà, on est jeune, on fait la foire, on picole. Et puis on vieillit un petit peu, on commence à se mettre en ménage, à avoir des enfants, et on a un boulot un peu stressant, etc. Donc, on boit un petit peu pour se détendre, on va dire. Et puis, cette détente devient un espèce de rituel, et puis ce rituel finit par être une dépendance. Voilà, moi, ce qui m'a... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas vraiment de prise de conscience, en fait, tant qu'il ne vous arrive pas quelque chose qui provoque le déclic. Peut-être que c'est pareil pour les addictions au tabac ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est mon cas. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait quelques années, il y avait une publicité qui était très bien faite parce qu'elle était vraiment... c'est tout à fait ça. Enfin, moi, elle me parle encore aujourd'hui. C'était cette publicité sur les dangers de l'alcool qui disait, qui montrait des gens dans diverses situations, au café, dans un repas de famille, entre amis, etc., qui disaient ah, non, non, mais moi, ça va, je bois pas. Non, mais alors lui, là, oh là là, qu'est-ce qui s'enfile, oh là là. Et en fait, ça allait de 3, 4, 5 personnes comme ça. Et en fait, quand on consomme soi-même, ça nous fait. Enfin, moi, ça me faisait rire à l'époque. J'avais tout de suite quelqu'un qui me venait à l'esprit pour le désigner comme étant celui qui, lui, buvait beaucoup. Et en fait, non, c'est quand on commence à se... Moi, je dis toujours, je vais dans des groupes de parole physiques et pas en visio pour le moment. Et ouais, je dis, à partir du moment où on commence à se poser la question de sa consommation, le problème est déjà là. C'est mon sentiment. Et cette question, entre le moment où on se la pose et on l'évacue, forcément, et le moment où on passe à l'acte des soins, il peut se passer très longtemps et surtout beaucoup de dégâts. Voilà. Donc ça, c'est pour le processus, mais c'est très court. Après, moi, j'ai trouvé dans un... Alors, mon déclic, ça a été un burn-out au travail. Là, la question de la poule et de l'œuf, on peut se poser la question de ma consommation et du burn-out et des problèmes au travail. Bon, je vais quand même en mettre une partie sur les problèmes du travail. Mais on est dans un espèce de cercle vicieux qui, en fait, quand on élargit les choses, se propage à tout son comportement. Donc, y compris dans sa vie en dehors de l'alcool, si je peux dire. C'est un peu le même comportement qui se reproduit, comme un peu vous savez, je prends un mauvais exemple parce que c'est une autre addiction, mais comme un joueur qui joue sans arrêt pour se refaire et qui perd encore à chaque fois, mais qui recommence et qui recommence, quoi. Donc ce burn-out m'a plongé dans une dépression jusqu'à mon hospitalisation, puisque je sais pas si vous voyez, mais je suis un bon vivant et je ne mangeais plus, enfin, etc. Donc j'ai fait une insuffisance rénale, une anémie. Donc j'ai eu un sevrage et puis j'ai eu beaucoup de chance d'aller dans ce SAPSA où la consultation est gratuite et déjà très bienveillante. Et donc on m'a dit là, monsieur, il va falloir peut-être faire quelque chose. Donc je l'ai fait, je dirais au début pour ma famille, mes enfants, ma femme qui était là, qui a supporté ça longtemps. D'ailleurs, à ce sujet,
Je pense que des groupes de codépendants, comme l'a appelé Sandra tout à l'heure, seraient vraiment d'une énorme utilité parce qu'ils sont complètement désarmés face à ce problème. Bref, je suis donc rentré en cure. Et alors, pour résumer, moi, je pensais que j'allais me retrouver au fond d'un cachot où de temps en temps, on me jetterait un quignon de pain et un bol de flotte. Et ben non, non. Et j'ai été scotché dès le début. J'y suis allé vraiment, j'ai envie de dire sans a priori, mais un peu contraint et forcé. C'est dans ce sens-là que je disais que dans mon cas, le déclic était nécessaire et c'est peut-être le même problème pour la cigarette, dans mon cas. Et là, j'ai trouvé une bienveillance du personnel où j'étais, moi, qui m'a vraiment que j'avais plus connu depuis des années. Alors, est-ce que c'était de ma responsabilité, hein, ou je sais pas, mais en tout cas, ça m'a énormément aidé déjà d'une part, et puis ça m'a remis sur les rails en fait. On réapprend les petites choses, à faire du sport, à se nourrir, et puis une chose par exemple qui est l'ergothérapie, qui est un truc absolument formidable parce que sur l'instant, je ne me suis pas rendu compte, mais en fait, en gros, on vous montre que vous êtes capable de faire quelque chose. On vous accompagne dans cette réalisation. Alors, ça peut être de la sculpture, de la peinture, etc. Et en fait, on vous montre que vous êtes à nouveau capable de faire quelque chose de bien et en plus qui vous fait du bien. Voilà, j'ai le même problème que mon précédent. Voilà, bah, j'en ai terminé. Bon, merci Pascal. Merci à vous. Alors, première question de Sandra. Est-ce que tu te sens plus fragile en ce moment et comment fais-tu pour te renforcer? J'imagine dans le contexte du confinement. Alors, moi, j'ai beaucoup de chance. Une seule cure m'a suffi. Ça a été une renaissance pour moi, c'est-à-dire table rase sur un certain nombre de choses que je traînais depuis longtemps. Et c'est une renaissance pour moi. Donc, j'ai beaucoup de chance parce que depuis, ça fait maintenant 2 ans, plus de 2 ans, bientôt 3. Et c'est une renaissance. Hein. Mon attitude vis-à-vis par rapport à la vie a complètement changé. Donc là, oui, pour répondre à la question, je me sens un peu plus fragile par moment. Effectivement, c'est pesant, ce confinement. Ok. Merci. Du coup, la deuxième question, c'est comment fais-tu pour te renforcer? Est-ce que tu as trouvé des approches déjà? Là, pendant le confinement, alors, pas vraiment. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Hmm. Et voilà, moi, je déconne beaucoup sur les réseaux sociaux, enfin, en tout cas, et ça m'aide, je pense, à évacuer un certain stress, ouais. Bon. Mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Hein. Eh ben, plein de Après, courage. j'ai beaucoup de facultés à glander. Ouais. Donc Bon. là, le confinement m'aide à glander sans culpabilité, sans scrupule. Donc ça va, quoi. Très bien. Je te laisserai lire les commentaires. Il y a beaucoup de remerciements et Bah, de félicitations. bon, Euh, merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci Pascal, si c'est bon pour toi. Et bravo à tous d'avoir tenu, puisque nous allons pouvoir avoir le dernier intervenant, Kevin, Kevin Bruce. Et du coup, je t'en prie, c'est à toi sur ton sujet qui est donc l'hypnose pour sortir de nos routines inconscientes. Oui, merci. Et merci déjà à Pascal pour son témoignage. Et merci à tous de me permettre de pouvoir échanger avec vous ce soir. Rapidement, je me présente, je suis Kevin Bruce. J'ai un doctorat en sciences de la matière, mais pendant ma thèse, j'ai eu l'apparition d'acouphènes qui m'ont amené très vite à m'orienter vers l'hypnose pour trouver un soulagement et puis ensuite à me former en tant qu'hypnothérapeute auprès de l'Institut français d'hypnose ericksonienne, qui est une école française qui a été créée par Olivier Lockert et Patricia D'Angeli. Donc tout ce que je vais vous partager ce soir m'a été transmis par mes formateurs et aussi par les écoles concurrentes qui communiquent très bien sur YouTube. Et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de gens qui ne pensent pas comme nous, qui ne le disent pas comme nous, parce que ça génère de l'information. Alors ce fil rouge, c'est l'hypnose pour sortir de nos routines inconscientes. Je vais commencer par vous poser une question. Qui pense ne jamais avoir été hypnotisé?
Je suis formé en hypnose, alors je ne vais pas répondre à la question. Euh, En fait, déjà pour parler d'hypnose, je vais commencer par le définir rapidement, parce que je pense que la seule chose pour laquelle l'hypnose est magique, c'est que c'est une des rares disciplines où les gens vont vous donner un avis sans forcément que ça repose sur quelque chose de concret. Donc l'hypnose, à ce qui paraît, il y a des traces du soin par l'hypnose depuis l'Égypte ancienne, mais en ce qui concerne notre Europe, c'est James Braid en 1841, qui était un chirurgien écossais et qui a défini en fait les bases de l'hypnose. Et c'est arrivé en France en 1864 avec le docteur Liébaud qui a convaincu Bernheim, qui était un professeur, éminent professeur à l'époque, qui a d'ailleurs créé l'école de Nancy, d'utiliser l'hypnose dans sa pratique. Et Bernheim, en 1891, utilise le terme psychothérapie pour définir en fait le soin par l'hypnose. Donc apparemment, les hypnotiseurs ont inventé la psychothérapie. L'hypnose ensuite a fait son chemin en Amérique. Il y a Milton Erickson qui quasiment à lui tout seul a en fait créé cette nouvelle forme d'hypnose qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, alors que nous, tout ce qu'on voit en fait, c'est l'hypnose de spectacle et l'hypnose classique, donc il n'y a rien à voir. Et en France, quand on était occupé à gagner la Coupe du Monde en 1898, c'est la science qui a montré ce qui se passe sous hypnose, par tomographie d'émissions au positron et puis surtout par électroencéphalogramme, où ils ont démontré que sous hypnose, on a les ondes bêta, qui sont les ondes de la conscience agitée, qui sont largement diminuées, qu'on a une augmentation des ondes alpha, qui sont celles de la conscience dite apaisée, et surtout une augmentation des ondes θ, qui sont les ondes relatives à l'émotion et à la mémoire. Alors pourquoi ces ondes sont activées sous hypnose? Finalement, quand on parle d'hypnose avec un grand H, ça revient à décrire toutes ces stratégies de suggestion hypnotique et tous les phénomènes hypnotiques qui en résultent. Mais quand on parle d'hypnose tous les jours, c'est ni plus ni moins que des états modifiés de conscience. Et ma question de départ, elle devient: qui parmi vous pense ne jamais avoir vécu un autre état de conscience que celui qu'il considère comme ordinaire? Et là, ça ouvre la porte à quelque chose de totalement différent. C'est que, en fait, on a un état ordinaire de conscience où on considère que, ah bah tiens, là, je suis moi-même, je suis là, bien présent. Et en fait, toute la journée, on n'arrête pas de graviter autour de cet état. Vous n'êtes pas la même personne si vous avez fait 2 insomnies de suite ou si vous avez dormi 12 heures d'affilée. Vous ne prenez pas les mêmes décisions en fonction de la température de la pièce. Ça a été démontré en marketing et ça ouvre aussi la porte sur le fait qu'on est en permanence soumis à la suggestion et qu'on est suggestible. Mais ça, il faudrait que j'en parle dans une autre présentation. Vous ne pensez pas pareil et vous n'agissez pas pareil quand vous avez bu un verre ou quand vous avez eu une émotion forte, une super bonne nouvelle ou au contraire un deuil. Je vais même aller plus loin. En fait, on est en permanence à la recherche de ces états modifiés de conscience. Je pense qu'on va au cinéma pour se faire hypnotiser, et il y a eu une présentation tout à l'heure où je l'ai bien ressenti. Vous prenez un même film, et ben pour un même film, vous allez avoir la personne qui rentre pas dans le film, c'est pas son truc, qui va se rendre compte qu'il y a des gens qui mangent du popcorn, d'autres qui sont sur leur téléphone portable. Et puis vous avez le niveau un peu au-dessus, je dirais, où la personne elle commence à être prise dans le film, elle va se crisper sur son siège, notamment au moment de l'atterrissage, par exemple. Et puis, il y a des gens qui sont complètement subjugués par le film, c'est-à-dire qu'ils vivent des émotions, ils s'identifient à un personnage, à une histoire. Et je ne connais personne qui est venu me voir en me disant le cinéma, ça ne marche pas sur moi, j'y crois pas trop. Je pense que quand on lit un livre, ce serait très désagréable que quelqu'un vienne nous rappeler que ce qu'on est en train de vivre et ressentir, ce sont des caractères écrits et imprimés sur des pages blanches. Ce qui est intéressant pendant ces états modifiés de conscience, qui sont donc naturels et qu'on vit tous les jours, c'est que pendant ce temps-là, il y a une partie de nous qui continue à faire tout un tas de choses sans qu'on lui ait demandé de le faire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de faire un long footing ou de conduire sur l'autoroute, le trafic est fluide, et puis au bout d'un moment, le conscient s'évade, il part un peu, et puis on revient, on se dit tiens, j'ai déjà fait 20 km, j'ai doublé 3 ou 4 camions, je ne sais pas vraiment. Mais il y a bien une partie de moi qui a continué à accélérer, qui a peut-être même mis le clignotant et regardé dans l'angle mort pour déboîter. Cette partie-là, qui s'occupe d'un tas de choses en permanence, c'est ce qu'on appelle l'inconscient. C'est utilisé aussi en psychanalyse, et je pense qu'en psychanalyse, il est juste un peu plus sexualisé que celui dont nous on parle, mais cet inconscient, il s'occupe de tout un tas de choses, et la première des choses, c'est réguler les fonctions biologiques. En fait, notre inconscient, il va que vers la survie, le plaisir et la facilité. Et ça pose un problème. C'est que cet inconscient, et notamment au niveau de la survie qui est situé dans le cerveau reptilien, le cerveau reptilien, il a 400 millions d'années. Le cerveau limbique, où il y a plus les émotions pour le coup, il date de 60 millions d'années. Et notre petit conscient, qui est dans le néocortex, et ben lui, apparemment, il est mature que depuis 100 000 ans. Et le problème que ça pose, c'est que notre inconscient, en fait, il vit toujours à l'âge de Cro-Magnon. C'est-à-dire qu'il n'a aucune notion du long terme.
C'est pour ça qu'il va pouvoir, dans certains cas, mettre en place un comportement qui, à court terme, lui a permis de faire quelque chose, mais qui, en fait, à long terme, devient néfaste pour nous. Et là, je retombe un peu sur les histoires d'addiction dont on parle depuis le début de cette soirée. L'intérêt de l'hypnose, c'est de venir mettre la personne dans son état modifié de conscience qui lui convient. En fait, on lui passe son film, si je devais exagérer la métaphore. Et ça nous permet de faire surgir l'inconscient qui est beaucoup plus présent et de lui demander de faire les choses autrement. Petite parenthèse, en psychanalyse, il s'intéresse énormément au pourquoi. Et nous, en hypnose, on est plus sur le comment l'information est codée, comment est-ce qu'on va la coder différemment. Mais dans l'ensemble, il y a énormément de points de convergence avec la psychanalyse. Et donc, c'est l'intérêt de l'hypnose thérapeutique, de venir changer des comportements qui sont embêtants. Mais en fait, c'est l'intérêt de l'hypnose au quotidien. Il y a un mythe qui dirait que l'hypnotiseur prend le contrôle sur la personne hypnotisée. Je vais être sincère avec vous, je crois que je n'ai jamais eu autant de contrôle sur ma vie et sur mes actions que depuis que je fais de l'hypnose, depuis que je suis capable d'accélérer une cicatrisation, depuis que je transforme une appréhension en excitation, depuis que je me libère de comportements qui me dérangent. Voilà, donc c'était un peu ce que je voulais faire partager ce soir. Bien sûr, il faudrait aussi parler de l'hypnose humaniste qui explique pourquoi, malgré le fait que l'inconscient est orienté survie, il laisse faire des maladies qui sont un peu morbides. Mais ça, il faudrait que je fasse dans une autre présentation. Je vous remercie beaucoup encore de m'avoir permis de partager tout ça. Et puis, s'il y avait un petit jeu à faire, ce serait de prendre un papier ce week-end et commencer à essayer de lister les moments où on est dans cet état modifié de conscience, même si ça deviendrait très vite confusionnant parce que je me suis rendu compte que finalement, une pensée, je pensais que c'était conscient et finalement, quand on essaye d'arrêter ses pensées le soir, ça ne marche pas très bien. Et ça veut bien dire que les pensées, peut-être, ont une partie inconsciente. Bon, le but, c'est pas de rentrer sous hypnose ce soir, mais je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je suis impatient de pouvoir échanger encore avec vous. Merci beaucoup, Kevin. Alors, du coup, il y a des questions. Première question, au niveau du problème des acouphènes évoqués au début, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que tu en es? C'est super intéressant parce que cet après-midi, je me suis décidé à faire une dernière vidéo YouTube parce que j'avais lancé le truc des acouphènes. Moi, je considère que je suis guéri des acouphènes. N'en déplaise aux gens qui, en fait, sont déçus de savoir que j'entends toujours des sifflements dans la tête. Mais quand je dis que je suis guéri des acouphènes, c'est que la plupart des gens qui ont des acouphènes vivent des choses assez terribles comme l'isolement et le fait que ces sifflements dans la tête, pour les gens qui ne connaissent pas, s'accompagnent souvent d'intolérance au son et qui très vite se transforment, je pense inconsciemment encore, en phobie du son. C'est bien que quand les gens sont exposés à un environnement sonore, ils ont l'impression que les acouphènes augmentent. Ils ont parfois même, comme je l'avais, des réflexes de contraction de l'oreille. Donc, c'est quelque chose de très physique. Comme quoi, un truc psychologique, en fait, vient engendrer des réactions physiques. Pour finir de répondre à ta question, et je te remercie, du coup, moi, je suis libéré des acouphènes parce que par tout un processus de remise en question, vous voyez, j'étais chercheur, maintenant je deviens hypnothérapeute et je suis chercheur à mi-temps. Bon, tout un tas de choses qui ont changé aussi dans l'environnement et je pense aussi qu'on vient titiller un peu la question des addictions aussi par rapport à ça. J'ai fini par m'en libérer au bout de, ça m'a mis 3 ans quand même. Donc j'entends toujours des sifflements, mais j'ai récupéré toute ma vie sociale et j'ai une hygiène de vie qui est bien meilleure. Et je pense que j'en ai tiré énormément de sagesse et j'espère continuer à pouvoir en apprendre. Parce qu'un symptôme, je pense, est rarement là pour rien. Et les acouphènes, c'est très symbolique parce que ça nous oblige à nous écouter. Et j'étais quelqu'un qui ne s'écoutait pas du tout. Donc voilà. Merci. Alors, on va se garder 2 petites questions et puis après, on pourra terminer. Donc, première question de Sandra. On dit que l'inconscient est toujours bienveillant envers nous. Êtes-vous d'accord avec ça? Voilà sa question. Donc encore une fois, moi je parle avec ce qu'on m'a transmis pendant ma formation. L'inconscient est bienveillant avec sa façon de fonctionner. Je vais caricaturer énormément. Certaines addictions à la cigarette, on peut imaginer qu'un jour, la personne a testé une cigarette et l'inconscient s'est dit « Tiens, ça me permet de diminuer mon stress. Pire, tiens, ça me permet de passer du temps avec cette personne. » Et donc l'inconscient, comme j'ai dit qu'il n'a aucune notion du long terme, en fait, il va généraliser ce comportement. Donc nous, consciemment, on ne s'en rend pas du tout compte. On a l'impression que c'est parce qu'on prend plaisir à fumer de la cigarette. Mais l'inconscient, lui, a sa raison, que la raison ignore.
Et donc, il est bienveillant, mais il a un fonctionnement qui est le sien. L'inconscient est très littéral. Il ne comprend pas la négation. Donc, attention, le plus grand des hypnotiseurs, c'est vous envers vous-même, hein. Tous les gens qui se disent « je ne vais pas y arriver », enfin, dans ce cas-là, ça va. Mais voilà, il faut faire attention à ce qu'on se dit. Et quand on dit à un enfant, surtout, ne mets pas ta main là pour ne pas te brûler, bah, en fait, on lui suggère de mettre sa main pour qu'il se brûle, enfin, plus ou moins. Donc voilà, l'inconscient est bienveillant avec sa façon à lui, et c'est pourquoi, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, l'inconscient est réactif. Il ne fera jamais rien, il ne changera jamais rien si vous ne lui demandez pas, en état modifié de conscience, a priori. Donc il est bienveillant, mais c'est une coopération conscient-inconscient. Et je vais prendre l'inverse. Si on apprend à l'inconscient à se libérer d'une addiction, il faut encore que le conscient soit d'accord, en sortant de la séance, la personne n'aille pas se racheter un paquet de cigarettes, parce que ça, c'est le conscient, hein, qui aussi a son rôle à jouer. Voilà, c'est assez responsabilisant quelque part de se dire que on a une partie inconsciente qu'on ne connaît pas très bien d'ailleurs, et ça peut faire peur. C'est pourquoi il y a beaucoup de mythes encore par rapport à l'hypnose, je pense, mais également beaucoup d'excitation. Bon. Et puis, dernière question, juste 1 ou 2 livres à conseiller pour le grand public sur le sujet. C'est difficile pour moi de ne pas faire de pub parce que, encore une fois, j'ai été formaté par une école et je trouve qu'il y a des super choses qui se disent aussi sur YouTube. Donc voilà. Bon, moi, en tant que thérapeute, le livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Hypnose de Olivier Leupert. J'aime aussi beaucoup l'approche humaniste. Donc il y a l'hypnose humaniste pour les nuls, je crois, psychothérapie de Patricia D'Angeli. Et puis tout ce qui parle aussi de ce qui tourne autour, hein. Il y a des livres aussi sur l'auto-hypnose qui sont super. Moi, j'ai aussi très utile pour les thérapeutes Métaphore. Un moyen super intéressant pour contourner les barrières conscientes, parce que parfois changer, ça fait peur. C'est les métaphores, parce que l'inconscient comprend beaucoup l'image et les métaphores. Et il n'est pas rare d'utiliser ce genre de technique, même avec des proches, pour essayer de les amener, toujours avec, et j'insisterai juste là-dessus pour finir, avec le tri sur l'autre et la bienveillance que ça implique, c'est-à-dire qu'en hypnose, comme dans toute thérapie, je pense, on ne fait que répondre aux objectifs de la personne qui vient demander de l'aide. Et en ce sens, on ne manipule personne. Même si tous les jours, on se manipule en permanence, hein, le fait de mettre une chemise, c'est quelque part de la manipulation, comme de mettre un sweat ou des baskets pour aller faire une activité. Et d'ailleurs, il faut enlever la connotation négative au mot de manipulation, parce qu'en fait, c'est quelque chose de naturel encore. Mais voilà, toujours dans la bienveillance et dans le respect des objectifs de la personne. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à tous les intervenants Merci. d'avoir accepté de participer. Toutes les personnes qui étaient dans le public, merci d'être là, d'avoir été là. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec un sujet que vous aimeriez présenter, une passion voilà, ça vous paraîtrait important que d'autres personnes puissent l'écouter. Je compte refaire une séance, ça c'est des formations professionnelles. Je compte refaire en tout cas vendredi prochain. Donc n'hésitez vraiment pas à me proposer des sujets. J'essaye d'être le plus ouvert et le plus varié possible. Merci à tous et puis à bientôt peut-être. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Vraiment. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci, hein, c'était chouette. Merci. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir et merci.